Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 8 mai et il est 15h45 et les indices américains ouvrent sur un petit rebond alors que la divergence d'intérêt est toujours lisible sur les marchés dérivés. Merci à toutes et à tous pour vos likes, retweets et partages. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Et puis à partager, à liker ce contenu aussi pour bien le valoriser. Une fin de semaine un peu en roue libre. Les décisions de la Fed et le discours de Jerome Powell a bien manifestement convenu aux opérateurs. La réaction est plutôt positive toujours, même si on n'a pas un grand momentum depuis quelques séances maintenant. On a du mal à trouver des relais pour poursuivre à la hausse, alors qu'on se trouve vraiment à la croisée des chemins sur tous les indices. On va avoir ces éléments. C'est surtout les rendez-vous du week-end entre la Chine et les États-Unis qui vont devoir bien satisfaire les opérateurs. Manifestement, Donald Trump a annoncé qu'il y aurait des nouvelles extraordinairement positives donc en tout cas sinon positives qui allaient être fondamentales, donc laissant sous-entendre que ce serait peut-être positif. En tout cas, on constate d'après les ratios de couverture, d'après l'intérêt sur les marchés dérivés et compte tenu des niveaux techniques qu'on a atteints que les résultats de ces rendez-vous n'ont pas intérêt à décevoir les opérateurs. En effet, quand on regarde l'évolution de la position ouverte sur les marchés dérivés, je scannais tout ça en détail, eh bien, le S&P a pris 9,17% au cours des 14 dernières séances, donc il a progressé nettement. Or, la position ouverte, le nombre de contrats futurs, a lui toujours diminué, à moins 4,5%. Ça fait beaucoup de divergences. Alors, je sais que je le répète depuis quelque temps, c'est juste un constat, encore une fois, on le disait, ça reste haussier puisqu'on a débordé des niveaux techniques. Il y a des dossiers qui sont payés, du stock picking. Reste que eh bien, cette question du manque d'intérêt indique que eh bien, les gros acteurs du marché ne sont pas très présents pour l'instant et sont en retrait. Ils attendent probablement d'avoir plus d'éléments pour eh bien, intervenir. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser. La preuve, c'est que quand on a consolidé un petit peu, on a connu quand même 2 séances de baisse. On n'a jamais eu de pression baissière au cours de ces séances de baisse, mais toujours un déficit d'intérêt. Le ratio de couverture sur les indices américains est à l'équilibre, 1,10 à hier soir, donc ça reste sur le S&P, ça reste un niveau équilibré. On n'est plus hyper prudent, mais on n'est pas ni optimiste ni complaisant. Ça n'est pas le cas en Europe, où là, l'intérêt fait toujours défaut aussi. On a une position ouverte qui n'a pas beaucoup évolué sur l'Eurostoxx, 2 359 000 contrats futurs ouverts à hier soir, contre 2 385 000 le 22 avril, alors que le S&P cotait 4 960 points. Donc on est plus de 250 points plus haut, et eh bien l'intérêt a diminué un petit peu, pas beaucoup, mais un peu, donc déficit d'intérêt aussi à mon sens, alors que eh bien l'Eurostoxx a progressé. Sur l'indice CAC 40, c'est la peau de chagrin. Plus les jours passent, plus les records d'intérêt, enfin de déficit d'intérêt s'accroissent. On est à 140 149 contrats ouverts sur le futur CAC 40 à hier soir. On n'a absolument aucun intérêt sur l'indice CAC 40. La moyenne d'intérêt sur les 8 dernières années, c'était plutôt 320 000 contrats futurs. Donc ça ne fait que baisser systématiquement. Il y a un problème structurel sur le CAC 40 d'une part, mais ça dénote quand même cette absence de soutien. Sur l'indice CAC 40, le 17 avril, après l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril, on avait 143 000 contrats futurs, donc 140 000 depuis, alors qu'on valait 5 214, on vaut 6 070 points, pardon, 7 000, pardonnez-moi, un mauvais chiffre, et je vous disais, le 17 avril, on valait 7 285 sur l'indice CAC 40, évidemment, et on vaut 7 626 à hier soir, et le nombre de contrats futurs a diminué de 3 000, donc encore une fois, cette divergence d'intérêt qui est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que ça baisse, j'insiste toujours dessus, mais ça veut dire que ces niveaux pourraient être revisités, que le manque d'intérêt depuis l'échéance du mois d'avril est important aussi.
Reste que les ratios de couverture sont hyper optimistes, voire carrément complaisants sur l'Eurostoxx et sur l'indice CAC 40. Avec ce déficit d'intérêt ça, et contre les niveaux de résistance, eh bien, encore une fois, ça laisse à présager des retracements et en tout cas de la volatilité. Et on peut évidemment envisager un regain d'intérêt, même si la surperformance européenne reste lisible avec un DAX qui est tout proche de ses plus hauts. Mais on a quand même ce risque et qui me semble un petit peu asymétrique maintenant sur les marchés. Alors on va évidemment ajuster en fonction des publications du week-end. Pour ce qui est du programme de la semaine prochaine, eh bien, ce sera une semaine technique, ce sera déjà l'échéance des marchés dérivés du mois de mai qui se tiendra le 16 mai, vendredi prochain. Lundi, pas de publication majeure. Mardi, ce sera l'indice des prix à la consommation corps, donc l'inflation américaine qui sera publiée. Évidemment, chiffre important pour la semaine prochaine. Mardi, on prendra connaissance des publications d'EFAGE à Paris. Mercredi, inflation allemande. Jeudi, inflation française. Et pour ce qui est des autres publications, jeudi, ce sera les ventes au détail et les prix à la production qui seront publiés à Wall Street. On prendra connaissance en termes de publication de Bouygues et d'Alstom mercredi et de Engie et comme publication majeure à Wall Street jeudi, donc Engie à Paris et Walmart jeudi à Wall Street. Donc un peu moins de densité dans les publications, un petit manque de relais à court terme. On va voir en tout cas comment ça se comporte. Globalement, les structures graphiques indiquent que la hausse devrait se poursuivre. On va aller le voir tout de suite avec notre indice S&P graphique en journalier que vous avez sous les yeux. Le S&P avait donc comblé hier, avec un petit mouvement de repli, le gap laissé ouvert le 1er avril dernier. On peut le supprimer. Il avait ouvert aujourd'hui avec un petit gap qui a déjà été comblé. Voilà, on est dans une zone d'incertitude. J'ai réajusté les niveaux graphiques, en tout cas la borne haute de ce range. Pour moi, la première alerte majeure, c'est 5492 points. La résistance, je l'ai redescendu à 5686 points. Le pivot, c'est 5638. Si on repasse en dessous, c'est pas un très bon message en clôture et encore moins en clôture hebdomadaire, avec 5572 comme support intermédiaire, donc avec le comblement de ce gap. Attention que ce gap qui a été comblé et le rebond qu'on a enregistré ensuite, eh bien, ne devienne pas un gap d'épuisement dans un mouvement de rebond pour l'instant. Donc attention, sous 5572 puis 5492, on rebaisserait de façon assez significative, à mon sens, sous ce niveau-là, avec en mire 409 et puis 258, le retour en fait sous le range précédent. Donc le range, je l'ai un petit peu resserré ici, 5492, 5686. Si on arrive à s'installer au-dessus et que les nouvelles plaisent aux opérateurs, eh bien c'est 5770 et puis cette résistance à 5879, donc la zone 5835, 5879 qui sera à mon avis une cible majeure. 5770 est aussi un gros plafond de verre, hein. Je rappelle que c'est le niveau sous lequel on avait accéléré à la baisse, sortie, pullback et puis accélération baissière ensuite. Donc c'est vraiment une grosse charnière du marché. Pour l'instant, on est entre deux eaux et depuis maintenant le 1er mai, on est bloqué entre 5572 et 5686 sur le S&P, plutôt du bon côté du marché, avec un peu d'intérêt et des regains d'intérêt sur quelques titres. Donc c'est encore une fois un peu, pour l'instant, favorable graphiquement, mais cette grosse divergence d'intérêt hein, qu'on note depuis donc tout le rebond entamé et les 14 séances qui globalement donnent une progression de 9,5%, mais qui montrent que eh bien, on n'a pas de soutien. Si on regarde le Nasdaq, que je vous affiche ici à l'écran, Nasdaq 100, on a eh bien, la même genre de configuration. Le gap a été comblé hier ici aussi. On a ouvert avec un gap sur le Nasdaq aujourd'hui qui n'est pas encore parfaitement comblé. On est toujours inscrit dans ce range 19 120, 19 290. On est peut-être en train de former effectivement cette structure en tasse et anse avec appui sur la ligne de coup et sortie haussière. Ça sont des lignes d'essai qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Je regardais des symétries pour la suite. On est donc bien toujours proche de la borne haute 20 290 qui serait
le niveau de réactivation franc à la hausse. Pour l'instant, on oscille dans cette zone 19 120, 19 290, au-delà de la médiane. Premier niveau d'alerte, et donc ce gap qui a été comblé et pour l'instant qui a servi de support, eh bien, indique plutôt un mouvement haussier. Encore une fois, attention à ce déficit d'intérêt et de volume depuis quelques séances, mais on est en pause contre des niveaux charnières, des niveaux clés et de manque de momentum à court terme, et puis surtout dans une séquence de questionnement. Donc évidemment, si les annonces rassurent les opérateurs dans le week-end, eh ben on risque d'ouvrir avec des gaps haussiers, de prolonger le mouvement, avec donc cette grosse structure qu'on avait indiquée en tasse et anse, sortie, throwback, et la cible idéale située donc en direction de 21 745, et toutes ces résistances majeures à déborder par la suite, dont 20 620 est un des niveaux les plus importants. Donc pour l'instant haussier, attention au retour sous ce gap-là, de la même façon que pour le S&P, avec dans ces cas-là en mire 19 120, premier gros niveau d'alerte pour le Nasdaq, et ensuite retour un cran plus bas. Pour la volatilité, le VIX a bien comblé son gap, on l'avait indiqué ensemble, ce gap-ci qu'on peut maintenant supprimer. La théorie des gaps, je vous rappelle, donne comme cible 20-22, je n'insiste pas, on en avait parlé plusieurs fois. J'avais cette oblique baissière qui permettait, je vais laisser l'objectif du gap baissier, mais on a cette oblique baissière pour l'instant, au-delà de laquelle on s'était réinstallé, qu'on a préservé hier parfaitement, hein. Quand on regarde la réaction de la volatilité hier, on est allé s'appuyer sur cette oblique. Pour l'instant, on évolue encore au-dessus, mais un cran plus bas. On est passé cette fois en zone de vigilance et non plus d'alerte sur la volatilité, ou en tout cas pour la séance du jour. On avait ouvert avec un petit gap baissier qui a déjà été comblé aussi ici. Reste toujours ce gros gap ouvert partiellement, comblé partiellement le 21 avril et ouvert le 11 avril. Vous savez que c'est un peu mon inquiétude dans le marché, et cette complaisance sur les indices européens et cette absence de soutien et de momentum, encore une fois, me laisse toujours un peu prudent en me disant qu'il pourrait y avoir une nouvelle jambe de baisse avant de recréer, pourquoi pas, de l'intérêt par la suite. Mais pour l'instant, un peu de prudence, à mon sens, en termes comportemental, globalement, même si à avoir, hein, puisque le marché est de moins en moins prudent, à avoir dans son allocation, en gardant du cash, des liquidités pour être prêt si des opportunités se présentaient. Du côté des indices européens, l'Eurostoxx, c'est bien cale au-delà de 5228. On a du mal de la même façon à aller chercher la cible à 5327. C'est le cas un peu sur l'ensemble des indices, hein. On l'a vu sur le S&P, sur le Nasdaq. On n'arrive pas tout à fait à aller chercher les cibles haussières. Pour moi, 5327, toujours, hein, c'est ce plafond de verre. Regardez, c'est le niveau en dessous duquel on a accéléré à la baisse, formé un pullback pour accélérer ensuite. Donc c'est vraiment le niveau charnière 5327 qui devrait être plus épais d'ailleurs. Or, on n'arrive pas à l'atteindre pour l'instant. Maintenant, rien ne dit qu'il ne sera pas débordé en gap sur fond d'annonces positives en début de semaine prochaine. Attention, sous 5228, on reviendrait assez rapidement combler ce dernier gap, et donc risque que ce soit un gap d'épuisement. Et auquel cas, de retourner à 5086, au moins, vous avez les niveaux suivants. Mais pour l'instant, encore une fois, entre deux eaux, pas de possibilité de recréer de momentum, même si on a formé un nouveau plus haut en séance. On voit qu'on n'arrive pas à accélérer, franchement, depuis plusieurs jours maintenant. Le DAX, lui aussi cale un peu, même si ça reste l'indice fort du moment. On est au-delà de 22 765. J'avais réajusté un petit peu le range, je vais le refaire ici. La cible, elle est un petit cran plus bas dans ce cas-là. La première résistance majeure, c'est 23 695. On voit de la même façon que sur les autres indices. Je réajuste les niveaux et les extensions possibles. Donc si on arrive à déborder 23 695, l'extension suivante 24 635, reste à voir si on va avoir le momentum pour le faire. Pour l'instant, la ligne de tendance haussière qui est active depuis le début du rebond du 9 avril est toujours préservée. Testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on la teste aujourd'hui pour la 5e fois. Donc prudence.
On voit qu'on n'arrive pas à s'en éloigner et non plus à aller chercher les cibles idéales, hein. Vous voyez aussi qu'ici, c'est un niveau de résistance majeur. Ces 2 tops formés, donc au mois de mars dernier, et qu'on n'arrive pas à rallier pour l'instant. Malgré un nouveau plus haut dans le rebond en séance, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver le relais. Alors, c'est peut-être une question d'heure et une situation d'attente, mais encore une fois, ce comportement d'échec à aller chercher les cibles, est un petit signe de vulnérabilité, à mon sens, à court terme. 23 200 points, le niveau pivot de cette zone de congestion. On a 22 765 avec le pied de ce gap laissé ouvert le 2 mai. On est loin d'avoir comblé ce gap, hein, l'équivalent de ce gap sur les indices, sur l'indice DAX. Donc prudence, ça pourrait aussi devenir le gap d'épuisement. Et dans ce cas-là, accélération en direction de 21 830 avec ces niveaux intermédiaires, dont ce gros support à 22 235 qui est l'équivalent des autres niveaux de retournement de tendance que je vous ai montré sur les indices précédemment. Le CAC 40, on va regarder le futur en 14 heures parce que lui aussi graphiquement est très propre. On oscille autour de la borne haute de l'ancien canal baissier. On a été comblé, il me semble, cette fois-ci, le gap, je vérifie, à 578,5 au plus bas et plus haut 584. Donc celui-ci est comblé à Paris, donc contrairement, et aussi l'indice CAC 40 cash aussi, contrairement à l'indice DAX, hein, qui en est loin, donc ce gap du 2 mai. On est pour l'instant installé au-delà de 7625, au-delà de l'oblique baissière, on n'arrive pas à accélérer, c'est 7626 le plafond de verre à mon sens, avec 7808 qui sera le niveau équivalent qu'on a évoqué plusieurs fois, ce niveau au-dessous duquel on a accéléré à la baisse, formé un pullback avant de partir franchement à la baisse. Donc ce niveau, on n'arrive pas à le rallier non plus, même si on a atteint cette grosse résistance à 7626. Donc pour l'instant, entre deux eaux, première alerte, donc 7625, 7561, pas un bon signal parce qu'on repasserait sous le gap qu'on a préservé et au-delà duquel on a rebondi, et ensuite retour à 7404, gros niveau d'alerte cette fois-ci, niveau à préserver absolument avant de réactiver une dynamique baissière plus marquée. On va aller voir quelques valeurs comme toujours. Je voulais faire un petit point sur les matières premières pour commencer, avec l'ETF Como, donc l'ex Thomson Reuters CRB. On avait indiqué cette petite congestion en triangle, fausse sortie par le bas, réactivation haussière. On est installé au-delà de cette oblique pour l'instant. Si je dézoome en hebdomadaire, l'indécision domine, hein. On a ce mouvement de bougie alternée rouge et verte, un mouvement qu'on peut qualifier de mouvement haute vague, avec fausse sortie par le bas, réintégration pour l'instant en hebdomadaire, et on est plutôt au-dessus, donc peut-être finalement réactivation haussière du côté des matières premières dans leur ensemble, même si on n'a pas de mouvement franc et même si ça reste baissier, comme je vous l'avais indiqué, sur le Brent ou le WTI, mais on est vraiment à la frontière de plusieurs niveaux, hein. Si on regarde le Brent, on est installé au sein d'un canal baissier, on l'avait rompu par le bas, et là on est en train de tenter de le réintégrer. Les extensions, elles peuvent mener à 57,40 et 51,40. Si on regarde le WTI, là ça reste baissier, avec la sortie de ce large triangle rectangle, depuis qu'on a rompu ce niveau, donc fin mars dernier, avec en mire 41,80, mais j'ai identifié cette oblique baissière qu'on a testée, donc au cours de la séance du 7 avril, enfin de la semaine du 7 avril, et donc testé ici. J'aime pas tellement les obliques d'une façon générale, elles sont souvent assez piégeuses, mais on voit qu'on a quand même une réaction sur ce niveau-là, et on est revenu dessus sans accélérer, mais ça reste baissier tant qu'on est sous 66-75, donc un peu de prudence de ce côté-là. En revanche, sur l'or, eh bien, on cale un peu maintenant. Ça, c'est plutôt un signe de détente, manifestement. On est allé chercher notre cible à 3440. On oscille depuis dans un range 3198, 3440, avec comme extension possible 3574. Pour l'instant, pas de signaux de retournement, mais quand on zoome en journalier, on a ce double échec. Attention, on ne parle pas de double bottom quand l'écart est trop petit en temps. 22 avril, 6 mai, c'est trop court. Mais double échec contre ce niveau de 3440, donc bien identifié par les opérateurs. On pourrait retracer un peu sur l'or. Tant qu'on est au-delà de 3198, bien, ça n'est qu'une consolidation. Si on rompt ce niveau par le bas, on irait chercher parfaitement en plus la cible qui correspond très bien à 2958.
Ça, ce serait signal de détente. Attention, si ça se tend, eh bien, on pourrait dupliquer ce range par le haut sur l'or et aller chercher de nouvelles extensions haussières. Grosse cible 3574 et pourquoi pas ce niveau de 3674 comme extension complémentaire. Pour l'instant, on est entre deux eaux, plutôt au-delà d'une médiane qu'on pourrait ajuster ici peut-être, mais on n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le palladium que je voulais vous montrer, on en avait évoqué en début de semaine, la sortie est timide pour l'instant de cette oblique baissière, mais je vous disais, ça comprime. Effectivement, le mardi, eh bien, le palladium a progressé de 4%. On est au-delà de l'oblique, on est sorti. Est-ce qu'on est en train de former un throwback sur cette ligne de coup? C'est possible puisque les volumes ont été significatifs au moment de la sortie. Je vous rappelle que la première cible, eh bien, c'est ce gros niveau de résistance à 1124. Et si on dézoome, on voit que le palladium est bien situé, eh bien, calé dans un range 896-1124 et que si on le déborde, eh bien, on a des extensions qui peuvent mener en direction de 1357 et puis cette résistance majeure à 1381 que j'ai déplacée à l'instant. Voilà pour les matières premières. On va regarder quelques valeurs pour les grosses capitalisations. On avait évoqué Alstom. Je vous disais que le signal, ça c'est pour les investisseurs les plus prudents. Le mouvement est relativement lent, mais il donnait plutôt des signaux haussiers. On est calé toujours au-delà de 20,40 avec une résistance à 22,12, mais le mouvement haussier se poursuit. Et malgré la volatilité qu'on avait connue en mensuel, je vous avais montré ces grandes mèches, malgré la volatilité à la baisse, mais le rebond, eh bien, on est plutôt du bon côté de cette zone pivot située à la croisée des deux grandes bougies des 2 mois précédents, 21,20, et donc le débordement de 22,12 permettrait d'aller chercher 23,44 et pourquoi pas 26, qui sera un gros plafond de verre, mais cette réaction d'accélération à la hausse, latéralisation, et puis cette vive réaction haussière malgré un mouvement de baisse, eh bien, est plutôt favorable, même si on a eu le pendant précédemment à la baisse. Donc un momentum plutôt haussier, même s'il est plutôt lent. Je voulais faire une petite comparaison entre Schneider et Publicis, puisque c'était un peu un match entre les deux. Schneider, on avait indiqué depuis longtemps un peu de prudence sur le titre, on n'est pas allé chercher la cible baissière, on a eu des réactivations haussières entre-temps. Le titre oscille dans cette zone 212-217 qui est vraiment charnière. On a tenté de déborder par 2 fois ce niveau-là. On a ce sommet ce sommet en pince avec les niveaux d'ouverture et de clôture et d'ouverture des 2 bougies mensuelles, hebdomadaires précédentes qui indiquent qu'on a un coup d'arrêt sur ce niveau. Je n'ai pas déplacé la résistance parce qu'elle me paraît assez bien placée pour l'instant à 217,10, mais on a cette zone 217,10, 217,80 qui est vraiment le niveau pour réactiver la dynamique. On préserve pour l'instant 212, mais attention en dessous, c'est un moins bon signal. On voit que bien, le titre dont on escomptait un mouvement de rebond a accéléré à la baisse, bien rebondi. C'est toujours de l'hésitation, 2 gaps de chaque côté. Pour l'instant, on est au-delà de 212, on l'a réintégré, on voit que 217,10 bloque les choses. Donc, si on arrive à repasser au-dessus, eh bien, on a en mire 248,80. En dessous, attention, c'est réactivation baissière, comblement probable de ce gap, et on repartirait en direction de 194,30 comme première résistance majeure. En revanche, le grand ne dément pas de son rebond, elle. Le titre surperforme clairement depuis quelques jours et quelques semaines maintenant. Ça lui laisse un potentiel haussier complémentaire intéressant. Toujours intéressant de voir les titres qui surperforment dans ce marché. Or, on a bien réintégré la borne basse du canal haussier de long terme qui est active sur le grand depuis plusieurs mois. Je vais mettre en mensuel. Voilà, plusieurs fois testé ici. Alors, on aurait pu l'ajuster d'un cran peut-être ici sur le grand. J'ai pas de canal parfait ici. Je préfère le conservé comme il était placé. On a beaucoup oscillé autour, on l'a réintégré ce canal et en tout cas pour l'instant le mouvement est haussier et le premier gros niveau de résistance c'est 106,35, puis des extensions en direction de la borne haute du canal avec une cible idéale à 113,80 et pourquoi pas, eh bien, si on dupliquait le grand range dans lequel on se trouve actuellement, 92,30, 106,35, des extensions en direction de 120,60, c'est le titre qui a du momentum manifestement en ce moment au sein de l'indice parisien. L'intérêt change clairement. Je voulais vous montrer maintenant des plus petites capitalisations. On va aller faire un tour sur pas mal de petites capitalisations qui ont des configurations intéressantes, puisque c'est l'indice CAC Small, pardon, avant tout, que je voulais vous montrer aussi, qui est en train de tenter de déborder ce niveau clé. 11 860 l'a été, et pour l'instant, on est
en train de préserver l'oblique baissière de long terme, active depuis 2020, janvier 2022, testé ici et qu'on avait testé là aussi, réintégré finalement. Et là, on est peut-être en train de s'installer au-dessus, donc un mouvement aussi qui peut être important sur le CAC Small. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à quelques valeurs. Alors Trigano qui se réveille manifestement. On a un signal intéressant puisque on voit que le titre Trigano évolue toujours et à préserver l'oblique haussière de long terme, la ligne de tendance haussière de long terme active depuis 2020, testée en septembre 2022 et parfaitement en septembre 2024. On l'avait un peu enfoncé, mais on a bien réagi. On s'attaque à cette résistance à 113,90. On a un potentiel intéressant de rebond pour le titre qui forme cette fois-ci un double bottom. Là, je pourrais ajuster le niveau sur les points bas. Parfait à 94,20. Je vais supprimer l'autre. On a donc un gros range qui se met en place ici, avec un premier plafond de verre à 113,90 qu'on a été chercher parfaitement aujourd'hui. Mais donc, on aurait cette grosse structure et donc un potentiel intéressant pour aller chercher au moins la borne haute de cette grande zone de congestion. Alors, on a deux niveaux. Hein. Le premier, 128,40 contre le qu'on avait tenté de déborder, puis sous lequel on s'est réinstallé. Et puis cette réaction haussière pour l'instant, qui est intéressante et à surveiller. Donc un titre qui reconstruit, qui a préservé un niveau de long terme, donc un ratio risque-rendement qui me semble intéressant sur Trigano. On va regarder E-Tailing, on en avait parlé en début de semaine. Ça se met en place doucement. Mais le rebond semble se confirmer. E-Tailing qui a une grosse zone de support 22,70, 24,10 qui a été préservée. Petite réaction haussière, le titre prend 2,5% aujourd'hui. On n'a pas encore débordé cette oblique baissière très bien identifiée avec un point ici, 1, 2, 3, donc là, 4 points en tout. Si on arrive à déborder ce niveau, ben effectivement, le mouvement pourrait être un peu plus haussier, un peu plus intéressant. Si on zoome en journalier, je vous rappelle la taille de la figure. On est montré que j'avais eu tant de mal à tracer avec vous la dernière fois. Voilà, il est bien ici, donc cette structure en tasse et anse, accélération au-dessus de la ligne de coup de la tasse et anse, ça se met doucement en place. On a cette oblique à déborder, il y a un niveau intermédiaire ici probablement à surveiller aussi, autour de 25,89 que je peux positionner, 25,89. Voilà, 25,80, 25,89. Donc cette zone va être charnière, va être clé, mais sinon les extensions, eh bien, elles sont intéressantes, 27,60, 28,40, pourquoi pas. Pour E-Tailing, OVH qui eh bien, a encore du potentiel à mon sens. OVH, alors pas mal pardon, de traits qui vont nous gêner dans le dessin actuel. Ce qui va nous intéresser ici pour OVH, c'est cette accélération haussière qui a permis de former un fanion, l'une des figures les plus fiables de l'analyse graphique. Or, ce fanion, quand on le duplique par le haut à la sortie, voilà. Donc ce petit fanion qui a été formé ici, accélération haussière, on stabilise avec une baisse de volume et on ressort avec du volume haussier franchement et la réactivation haussière donne comme cible idéale sur OVH un niveau situé à 14,34 et contre proche de cette grosse zone de résistance entre 14,66 et 15,11. Si on dézoome en hebdomadaire, on voit qu'on a débordé cette grosse zone hein, que OVH n'avait pas réussi à déborder depuis avril 2023, niveau contre lequel il avait buté en 2024, et cette fois-ci on est installé au-dessus. Donc encore de la place pour le titre et un ratio risque-rendement qui sont intéressants, donc on est au-delà de 11,28 au plus court comme niveau de stop, avec une recovery et un titre qui se comporte pas mal depuis quelques temps maintenant. Je voulais vous montrer aussi Fontaine Pajot qu'on avait évoqué ensemble, cette vague de Wolf qui bien se confirme, hein, on l'avait évoqué il y a une dizaine de jours. J'espère que certains d'entre vous en ont profité ou en profitent pour l'instant. Donc vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 on passe sous l'oblique formé par la ligne 1, 3 et on réintègre, ça donne un signal intéressant puisque la cible idéale se situe donc à cette oblique. Le titre prend 11% aujourd'hui, donc intéressant. Attention, un titre qui n'est pas très liquide, mais qui bien confirme le mouvement de rebond qu'on avait pressenti ensemble et le déclenchement de cette vague de Wolf qui se confirme. Un autre titre qui est un petit peu compliqué, ça c'est plus un pari, on l'a souvent regardé, c'est Pierre et Vacances. Pierre et Vacances que vous avez ici, donc un graphique hebdomadaire.
cette oblique baissière haussière systématiquement préservée depuis maintenant son franchissement en décembre 2022, testé une fois, deux fois, trois fois et quatre fois un peu enfoncé, mais on la réintègre et on déborde aussi cette petite oblique baissière qui était en place depuis le 27 janvier, la semaine du 27 janvier. On est même allé s'appuyer parfaitement dessus et pour l'instant on remonte un peu, on est en hausse de 2,5%, le gros niveau à déborder c'est 1,512 et puis on aura ensuite 1,674, la borne haute du canal haussier qui avait formé, formée par la parallèle avec la ligne de tendance haussière. Ça reste haussier, mollement, un peu de déception sur Pierre et Vacances qui avait donné des signaux de réactivation haussière invalidés ensuite, mais ça reste quand même haussier, même si c'est mollement haussier, avec ensuite donc la borne haute du canal et puis pourquoi pas un 95 comme extension dans ce mouvement. Pareil ici, un ratio risque-rendement qui peuvent être intéressants. Un autre titre, pareil, recovery, hein, c'est sportif ce que je vous montre aujourd'hui comme configuration, mais comme on parle de petite capitalisation, eh bien, on va essayer de les observer ensemble. On a le titre Solocal qui évolue au sein d'un grand trading range depuis plusieurs mois maintenant. Pardon, il est tellement parti de loin qu'on a du mal à l'ajuster. Je le laisse en linéaire, mais l'échelle logarithmique conviendrait mieux. On est dans ce grand range de 2,99. Ça, c'est en hebdomadaire. Quand on zoome en journalier, eh bien, on est peut-être en train de former une structure de retournement. J'enlève les précédentes sur le titre. Une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec un début, une tentative de sortie par la ligne de coup de Solocal, et donc en mire, eh bien, cette grosse zone clé avec cette oblique baissière formée en hebdomadaire, et puis ce niveau de 2,99, mais un potentiel très intéressant de hausse pour Solocal s'il arrive à déborder cette ligne de coup qu'il est en train de faire en séance, hein, d'ailleurs précisément. Je supprime la ligne pour l'instant, mais on voit bien cette oblique et cette épaule, tête, épaule inversée. On peut donc voilà, avoir comme objectif 3,65 si on arrive à déborder ce gros plafond de verre et à sortir de cette grande zone de congestion pour Solocal. Alors, encore une fois, un titre très spéculatif, une grosse recovery, on revient de très loin sur Solocal, pas énormément de volume non plus, donc soyez prudents. Ce sont des configurations plus spéculatives, mais c'est à surveiller. Un titre aussi, alors de la même façon, pareil, il va falloir du momentum pour repartir, mais Plastique du Val-de-Loire, qui forme cette structure avec accélération haussière, latéralisation et tentative de réactivation au-delà de 1,14. On a donc cette configuration que j'aime bien toujours, avec un rebond, on stagne entre deux niveaux et on tente de déborder ce niveau. Alors ça ne donne pas un potentiel énorme pour Plastique du Val-de-Loire à court terme, mais pareil, le titre revient de loin et s'il réintègre ce range, eh bien, la première cible elle est relativement proche, mais la résistance à 1,28 semble intéressant. Donc un petit mouvement, mais une recovery aussi à surveiller. Ça, c'est pareil, c'est très ténu, pour l'instant non confirmé, ou en tentative de confirmation. Donc prudence sur le titre. Et puis on va regarder une dernière configuration qui nous intéresse dans ce marché. C'est un titre qui a déjà pas mal rebondi, mais qui est toujours en tendance haussière. Le titre de Richebourg, qui est bien en mensuel un comportement propre avec ce rounding bottom formé ici depuis février 2023. Malgré les mèches baissières au-delà de 4,50, bien réaction haussière, on déborde ce niveau de 5,43 et là on est en train de s'attaquer à cette grosse résistance qui date de juin 2022, au niveau au-delà duquel on n'avait pas réussi à s'installer, et on construit au-delà de ce niveau-là avec en mire, eh bien, dans un premier temps 6,76, pourquoi pas des extensions en direction de 7,13, et puis la grosse résistance de long terme à 7,78 pour le titre. Pareil, c'est un mouvement qui se construit progressivement, mais qui ne se dément pas. Alors, on a évidemment raté déjà une bonne partie du rebond récent, hein, puisqu'on est passé de 4,50 à 6,28, plus de 40% de hausse depuis le trou d'air récent, mais on a encore du potentiel aussi, et surtout on est en train de s'accrocher à un support qui permet d'avoir un ratio risque-rendement intéressant, puisque sous 6,07, alors vous placez vos stops comme vous voulez, mais toujours avec un peu de marge, et bien sous 6,07 ça invaliderait le mouvement. En revanche, on a encore un peu de place pour poursuivre.
Voilà les quelques éléments que je voulais vous proposer pour cette fin de semaine. Donc toujours un peu de prudence à mon sens à avoir, dans ce mouvement qui est, peu étayé, même si encore une fois, comme je l'indique souvent, l'intérêt peut arriver par la suite. En revanche, les nouvelles ont intérêt à être bonnes, dans le week-end parce que sinon la déception pourrait être un peu violente. Je rappelle qu'en plus la semaine prochaine est une semaine technique, échéance des marchés dérivés du mois de mai, donc attention au débordement ou à la rupture de certains niveaux, ça pourrait accélérer. Ça n'est pas toujours le cas, mais on sait que ça peut amplifier certains mouvements. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.